C'est les 6 questions podcast. Moi, c'est Azem, créateur et fondateur. Le concept est très simple, c'est d'extraire les meilleurs conseils des personnes les plus brillantes que je rencontre, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des athlètes ou même des influenceurs, en leur posant seulement 6 questions. Alors, c'est parti. Thomas, tu es formateur depuis 21 ans. En 2016, tu crées ton organisme de formation, Istia. En 2020, tu deviens membre du conseil d'administration de Face-Loire. Et tu es le président de Point Milieu, donc c'est le tiers-lieu où on est aujourd'hui. Un tiers-lieu / coworking, on va dire, que tu as cofondé en 2022 à Saint-Étienne. Tu as plusieurs casquettes, donc comment tu es arrivé là? Comment je suis arrivé là? Je suis arrivé là par la formation à l'origine, voire même par le commerce en fait à l'origine. Ok. Donc je suis issu d'une formation commerce pure et dure sur une école de gestion et j'ai été appelé par un de mes anciens formateurs. En fait, je suis parti faire un petit tour à l'étranger, en Australie, quelques mois. D'accord. Et quand je suis revenu, il m'a appelé en me disant j'ai besoin d'un commercial, j'ai monté un organisme de formation. Donc déjà, on a la notion de formation pour développer mon activité sur la Haute-Loire. Et donc je l'ai suivi, j'ai bossé avec lui et un jour, un de ses formateurs en commerce l'a planté. Et donc du coup, il m'a demandé au pied levé de le remplacer. Et je me suis retrouvé à 22 ans à former des commerciaux expérimentés d'une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et puis du coup, j'ai mis le pied dedans. Et voilà. D'accord. Donc tu es passé d'un commercial à un formateur, puis à un entrepreneur. Et un entrepreneur. Et du coup, comment tu as vécu ces différents rôles? Qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que commercial, c'est pas le même métier, on va dire. Tu vois, commercial, formateur, entrepreneur, sont 3 casquettes différentes. Comment tu as vécu ces transitions-là, on va dire? Les transitions, elles se sont faites plutôt naturellement parce que j'ai attaqué la formation par former au commerce, qui était effectivement ma compétence. Okay. Et pour moi, le formateur, avant qu'il ait une compétence pédagogique, il doit avoir une compétence métier. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu arriver facilement en tant que formateur, parce que je formais des gens sur mon métier, donc avec mes compétences. Ensuite, j'ai quand même travaillé longtemps en tant que formateur, plus de 12 ans. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses que être entrepreneur, dans l'entrepreneuriat en général, on est quand même obligé d'être commercial de temps en temps, être formateur quand on a une équipe? Est-ce que tu trouves à la fin qu'en fait, tu es entrepreneur aujourd'hui, mais tu trouves à faire les 3 en même temps, non? Bien sûr. Qu'est-ce mais clairement, oui. Aujourd'hui, l'entrepreneur doit avoir des compétences commerciales. Alors, le commerce n'est pas forcément quelque chose comme on peut voir, ou du commerce agressif, parce que du coup, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Formateur, c'est la pédagogie. Je pense qu'en tant que manager, on se doit d'avoir effectivement un minimum de pédagogie. Et puis, l'entrepreneuriat, après, reste, je pense, quelque chose qu'on a un peu dans les tripes. C'est exactement ça. J'ai toujours été entrepreneur. J'ai été salarié 1 an dans ma carrière professionnelle, de 22 à 23 ans. Wow, d'accord. C'est hyper intéressant parce que pareil, de mon côté, j'ai pas pu réussir à garder, un emploi pendant plus d'1 an. Et du coup, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont des... On devient entrepreneur ou on est né entrepreneur? Qu'est-ce que tu en penses? Bonne question. Je pense qu'on devient entrepreneur, mais on a quand même quelque chose en soi qui permet de le devenir. Pareil, c'est ce que je pense. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est l'entrepreneuriat qui te choisit, c'est pas toi qui choisis l'entrepreneuriat. Mais derrière, tu es obligé quand même d'apprendre à entreprendre, à gérer une entreprise. Même si on va dire, tu es formateur commercial de formation, je sais qu'en fait, à un moment donné, tout entrepreneur doit être commercial. À un moment donné. En fait, quand tu te lances, tu n'as pas de clients. Tu es obligé de passer des coups de fil, de prospecter. Tu as une équipe. Tu es un leader là. Tu es obligé de les former et donc tu es un formateur. Mais à la fin de la journée, du coup, comment tu fais pour jongler entre ces casquettes-là et comment tu te définis? Moi, je t'ai présenté tout à l'heure. Toi, comment tu te présentes? Alors, moi, comment je me définis? Alors, aujourd'hui, il faut aussi je forme très peu. D'accord. C'est-à-dire que j'ai formé pendant plus de 15 ans.
Aujourd'hui, la casquette d'entrepreneur a pris le dessus sur la casquette de formateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille avec des formateurs, j'ai des salariés qui vont former les salariés de mes clients. Moi, aujourd'hui, je suis uniquement entrepreneur. À l'époque, c'était compliqué parce qu'effectivement, la journée, on formait, le soir, on gérait le business, on appelait des clients, mais aussi on préparait les formations du lendemain ou de la semaine d'après. Donc, c'est vrai que c'était assez dense et assez complexe. Et puis après, l'activité a fait que ça a grossi. Et aujourd'hui, donc, ta casquette principale, on va dire, tu es entrepreneur. Ouais. Te jongle entre les entreprises, te gères. Ouais. Mais pour finir sur le sujet de formateur, donc c'est la troisième question. Tu vois, on enchaîne direct. Tout à fait. Comment être un bon formateur en tant que formateur, tu vois, de métier. Enfin, en tant que, on va dire, on a beaucoup de formateurs aujourd'hui, donc des prestataires de services, des entrepreneurs. Donc, comment être un bon formateur si c'est ton métier, mais comment être un bon formateur quand tu es entrepreneur, c'est pas ton métier, et tu es obligé de l'être là. Parce que tu as une équipe, tu dois former des gens, tu as des stagiaires, des alternants, des salariés, tu dois les former. Il y a deux questions là quand même. On va commencer par la première. La première. Donc, comment être un bon formateur quand c'est ton métier? Alors, quand c'est ton métier, le bon formateur, pour moi déjà, c'est quelqu'un de passionné. Ok. Alors, passionné par la matière sur laquelle il forme. Ok. C'est aimer les gens. Parce qu'aujourd'hui, le formateur, en tout cas moi, comme je le perçois, c'est pas quelqu'un qui va simplement faire de l'information descendante. Et voilà, je t'apprends. C'est pas le sachant. C'est pas uniquement un sachant, un formateur. C'est quelqu'un qui se nourrit des expériences des personnes qui ont en formation. Que ce soit des jeunes, parce que j'ai été aussi formateur, moi, sur du bac plus 2 à bac plus 5, mais également formateur adulte. C'est pas les mêmes publics, mais on a toujours cette volonté en tout cas moi, j'avais toujours cette volonté d'apprendre des autres, d'apprendre de leur expérience, et de rattacher leur expérience à la compétence et de pouvoir justement les faire évoluer. Ok, donc tu dois maîtriser ton métier et tu dois maîtriser le relationnel, on va dire. Tout à fait. Et aimer ça. Okay. Aimer les gens. C'est vraiment un élément hyper important. D'accord. Et donc, quand tu dis aimer les gens, donc il faut être extraverti ou plus s'intéresser aux gens? S'intéresser aux gens. Donc, est-ce que si tu es introverti, par exemple, tu peux être formateur? Ouais. Ok, d'accord. Je suis hyper timide, moi. Ok, ça se voit pas. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais incapable de prendre un téléphone pour appeler, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Waouh, d'accord. Et c'est ma formation commerce qui m'a fait avancer. Mais jusqu'à présent, non. Donc là, on va oublier la deuxième question pour un instant parce qu'il y a un truc que tu viens de balancer. Comment tu as brisé cette barrière-là? Comment tu étais timide? Aujourd'hui, je pense que tu passes toute ta journée au téléphone. Ouais. Mais professionnellement, qu'est-ce qui fait il n'y a pas de souci. Personnellement, j'ai encore un peu de timidité, perso. Ok, d'accord. Parce que j'ai ma casquette. J'ai ma casquette d'entrepreneur, j'ai ma casquette d'entrepreneur, et donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Et là, c'est hyper intéressant. En fait, ça montre à quel point, même si tu es introverti, tu es timide de nature, ça t'empêche pas de faire du business, d'appeler des prospects. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent aujourd'hui, en fait, je suis introverti, je peux pas prospecter, je peux pas trouver des clients, j'ose pas, contacter des clients, prospecter. Et donc, c'était un super exemple. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant et c'est mon expérience aussi. C'est j'ose pas, sauf que quand on vend, même si j'aime pas ce terme, quelque chose sur lequel on est convaincu, c'est vachement plus simple. T'es pas en train de vendre, t'es en train d'aider les gens en fait. Complètement. Aujourd'hui, il se tient encore plus, mais on y viendra tout à l'heure, je pense. On a une vocation à effectivement accompagner, aider. On n'est pas là que pour former. Mais c'est vrai que c'est marrant, ça m'arrive même quand je prospecte. En fait, quand tu contactes quelqu'un, tu sais que tu es capable d'aider, tu as vraiment envie de l'aider. Oui, bien sûr. Tu ne penses pas au business, aux chiffres, tu te dis non, en fait, il galère dans ses réseaux sociaux. Moi, je peux l'aider. Et quand tu le contactes, en fait, déjà, tu es beaucoup mieux en tant que commercial. Bien sûr. Parce que tu dis, en fait, je ne pense pas au commerce, je ne pense pas au closing, etc. Je suis là pour aider cette personne. Derrière, même mentalement, c'est plus facile en fait. Tu me contactes, ok, je suis là pour t'aider. Alors, comment faire pour te servir? Et du coup, de ton côté, est-ce que tu penses que tu étais commercial? Si tu peux nous donner un conseil dans la prospection, le commerce, sur ce mindset-là, comment en fait faire pour partir du principe que, ok, moi je suis là pour aider les gens plutôt que prospecter pour une entreprise, etc. Comment faire? Déjà, c'est lorsqu'on
on va dans un rendez-vous, c'est être hyper préparé. Être hyper préparé, avoir conscience peut-être déjà de la problématique et de se dire que on peut apporter une solution qui va être acceptée ou pas. Après, il faut aussi être capable de se dire, en fait, non, il n'a pas accepté ma solution. Mais c'est pas grave. Ne pas le prendre personnellement. Non. Et puis aujourd'hui, il n'a pas accepté notre solution aujourd'hui, il s'est orienté sur autre chose, mais peut-être que demain, si on n'est pas là pour vendre à tout prix, il va se dire, ouais, mais il était là à un moment pour me renseigner, pour m'aider, et il reviendra. Ok, d'accord. Et donc là, on reprend la deuxième question, qu'on a mis de côté tout à l'heure. Comment être un bon formateur quand on est entrepreneur? C'est pas notre métier, on a une équipe. Comment être un bon formateur? Comment les former? Comment être un leader, on va dire, leadership? Ouais, alors il y a deux éléments. Il y a quand même formateur et manager sur l'entrepreneur. Moi, je prends aujourd'hui sur mes équipes. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui salariées que j'ai accompagnées et formées en tant que formateur parce que c'était pas leur métier de base. Okay. Ils avaient des compétences, sauf que durant quelques années, je les ai accompagnés sur la mise en place de leur support, comment ils allaient devenir formateurs. Donc ça, c'est effectivement c'est de la pédagogie, c'est de l'échange, c'est du partage de pratiques, bien évidemment, et c'est être capable de pouvoir repérer quels sont les points forts de ces personnes-là pour leur dire utilise ces points forts, qui peut être l'empathie, qui peut être aimer les autres, qui peut être une compétence spécifique. Donc là-dessus, on va les accompagner. Puis après, on a le management. Le management aujourd'hui, sur des métiers purs techniques, je peux pas avoir mon rôle de formateur parce qu'ils ont de meilleures compétences que moi, techniquement. Par contre, aujourd'hui, on est sur un rôle d'accompagnateur, de management, pour les faire monter en compétences, pour toujours les challenger. C'est important ça. Et ouais. Okay. Et aujourd'hui, je pars toujours d'un principe que mes salariés ont des choses à m'apprendre aussi. Parce qu'ils ont chacun leurs compétences. Si on avait tous la même compétence, l'équipe ne marcherait pas. C'est vrai. Donc aujourd'hui, ils ont chacun leurs compétences, ils sont bons dans ce qu'ils font. J'aime bien. Ouais. Et aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de les faire monter encore plus, de les accompagner et de les faire adhérer au projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le même principe. C'est ce qui fait qu'ils sont motivés, non? Bien sûr. Ouais, c'est plus la vision, les valeurs de l'entreprise. Tout à fait. Et donc, quels sont tes conseils pour les futurs formateurs? Donc, formateur, là, on va parler de formateur le métier de formateur. Le métier de formateur, oui, tout à fait. Quels sont tes conseils pour les futurs formateurs? S'adapter aux nouvelles personnes à former. En fait, on est sur des générations qui sont différentes, on est sur des méthodes qui sont différentes. Aujourd'hui, je fais un stéréotype, mais arriver dans une salle de formation, balancer un PowerPoint et lire slide par slide, stop, c'est fini. C'est fini. Alors ça fait bien quelques années que c'est déjà fini, mais on le voit encore, donc c'est pour ça que je le précise. Non, aujourd'hui, les formateurs doivent s'adapter au public, doivent s'adapter à l'ère du temps, au numérique, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément 100% numérique. Au contraire, moi, je reste persuadé que le présentiel, c'est là où il se passe des choses. C'est ce que j'allais dire. Moi, je vois que le marché de formation il bouge très vite aussi. On voit beaucoup de formations en ligne. Mais est-ce que tu penses que le numérique peut remplacer l'humain, surtout dans ce métier-là, formateur? Jamais. Okay. Pour moi, jamais. C'est un très bon outil, il ne faut absolument pas le nier. C'est un outil qui va être un outil complémentaire à la formation, qui va nous permettre d'aller plus vite sur certaines choses, dont c'est pour ça que je développe aussi moi le podcast, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais par contre, rien ne remplace la relation humaine. Ce qui se passe en présentiel, même à la distance, je trouve que ça met une barrière. On a vu les visios se développer, avec le Covid, on n'avait pas le choix. Dans notre activité, on avait besoin de ça, parce que sinon on arrêtait de bosser. Mais dès qu'on a pu, on est vite revenu au présentiel et sur les échanges informels, sur percevoir les gens. Derrière un écran, on peut pas voir les gens, on peut pas les sentir. C'est exactement ça. C'est pour ça, moi, je suis dans le digital, mais j'essaye quand même de garder l'aspect humain. Enfin, réseauter, passer voir des clients, des partenaires. Quand tu peux faire un rendez-vous en présentiel, pourquoi pas le faire? Bien sûr. Garder l'aspect humain, quoi. Je pense qu'ils sont complémentaires. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Par contre, utiliser les deux, ça peut être hyper puissant. C'est très puissant. De prospection ou autre. Et parlons de marché, donc de la formation. Comment tu vois l'évolution de ce marché-là, justement? Moi, je vois de mon côté, il y a plein de formations en ligne, des pubs qui sortent tout le temps, etc. Toi, tu es dans le domaine, tu connais le marché. Comment tu vois cette évolution-là?
Le marché de la formation, alors c'est un marché ça fait 30 ans, 40 ans qu'il existe, et ça fait 40 ans qu'il est en mutation. Okay. On a des évolutions permanentes, on a des pics d'activité, des activités qui sont un peu plus faibles. Il faut savoir qu'on est soumis quand même au financement. Et donc du coup à l'État. Aujourd'hui, que ce soit des financements pour des personnes en situation de recherche d'emploi, comme les demandeurs d'emploi, France Travail maintenant, ou au niveau des salariés, avec les OPCO qu'on appelle, donc, qui sont les organismes qui gèrent les fonds de formation. Donc du coup, étant donné que notre activité est très liée à ces financements-là, c'est complexe. Beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise ou de DRH baissent les bras rien qu'avec la lourdeur administrative de la mise en place de formation. Donc c'est aussi notre rôle aujourd'hui en tant qu'organisme de formation de les accompagner. Donc c'est un élément en plus qu'on ne faisait pas forcément avant, mais on est là aussi pour les accompagner, pour la mise en place des financements et de leur permettre de les accompagner dans la montée en compétences de leurs salariés. Aujourd'hui, pour faire une petite réponse assez synthétique, on reste persuadé chez Istia que de toute façon, une carrière professionnelle est longue et passe par la formation. Il faut que toute personne puisse se former. Et aujourd'hui, c'est pas simple. Ils ont essayé de faire plein de choses. Ils ont mis en place des CPF, sauf que comme à chaque fois qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y en a un certain nombre qui ont sauté sur l'occasion pour profiter du business et dépouiller des pauvres personnes qui avaient des budgets de formation et qui ne peuvent plus se former. Donc nous, on est là, on accompagne, on aide. Elle évolue, je suis d'accord avec toi, mais par contre, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Ouais. Ok, d'accord. Et justement, dans un marché aussi concurrentiel, tu es bien positionné quand même avec Istia, ton organisme de formation. Comment tu as réussi à te positionner dans ce marché-là? Alors on se positionne sûrement par une approche un peu atypique quand même de la formation. Sur le fait qu'aujourd'hui, alors déjà on a un marché qui est relativement local, c'est-à-dire nous on est bien implanté sur le département de la Loire, on gravite un peu Auvergne-Rhône-Alpes, quelques petites opérations un peu plus loin, mais on reste très local. On a nos partenaires. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille beaucoup en partenariat avec des confrères. Et on s'est rapproché pour pouvoir justement former des consortiums d'activités. Donc ça, c'est l'un déjà des... Comment on fait? Et ben en fait, au lieu de se tirer dans les pattes, on s'unit. Et on bosse ensemble, donc on a réussi à avoir cette intelligence avec certains confrères. Et puis après, sur le fait où nous on est atypique, c'est qu'on a une vision d'accompagnement très poussée. On fait beaucoup de formations individuelles, on fait beaucoup de formations où on intègre au maximum des personnes en situation de handicap. On n'est pas 50 sur le département à faire ça, et donc ce qui nous différencie aussi. Et à côté, après, on a notre expertise aujourd'hui. Istia, sans prétention, je pense qu'on est connu et reconnu pour la qualité de nos prestats. Et donc aujourd'hui, nos clients, j'ai des clients historiques, ça fait 7-8 ans, et toutes les années avec qui je bosse, et ils continuent à bosser. Et à chaque fois, on innove beaucoup aussi. Ok. Il y a un élément que j'ai remarqué chez Istia aussi, vu comment tu présentes l'entreprise, comment vous communiquez sur les réseaux, c'est que vous mettez beaucoup l'humain en avant. Quand tu as parlé tout à l'heure de la formation, tu as parlé de l'humain, de l'accompagnement, donc ça se voit en fait que vous mettez l'humain au centre. Et c'est marrant, mais il y a beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là qui ne le font pas justement. Et pourtant, voilà. C'est la base de notre activité, l'humain. C'est exactement ça. Donc, et on met l'humain parce qu'on est une équipe. On travaille avec de l'humain en permanence. Et donc aujourd'hui, on ne voit pas ne pas mettre l'ensemble de nos formateurs et salariés et apprenants, donc stagiaires, en avant. C'est pas possible pour nous. J'aime bien. Ah, clairement. Ok, maintenant on va passer à la question suivante. C'est plus un challenge qu'une question. J'appelle ça la Nadermania, donc un petit challenge. Où je vais te donner 3 phrases et il faut les compléter. Donc la première phrase par exemple, pour réussir en tant que formateur, il faut... Pour réussir en tant que formateur, il faut
Il faut travailler. Non, il faut travailler. Il faut aimer les autres. Je reviens sur un peu une phrase qu'on s'est dit tout à l'heure. Il faut aimer l'humain. Il faut aimer les autres et être, pour moi, très curieux. Ok, très bonne réponse. Ok. Pour réussir à gérer plusieurs entreprises en même temps, on n'en a pas parlé, et il faut être bien accompagné. Ok. Mais ça fait partie du truc. Hein. Non, il faut... mais en fait, c'est aussi ma réponse. C'est-à-dire qu'il faut être bien accompagné sur le fait qu'aujourd'hui, quand on arrive à avoir des salariés sur qui on a confiance, ça va nous libérer un peu de temps pour pouvoir s'occuper d'une deuxième société ou d'une troisième. Et puis après, il faut avoir aussi beaucoup d'énergie. Hein. Ça, c'est aussi autre chose. Mais être bien accompagné et professionnellement et je dirais même dans la vie privée. Hein. Aujourd'hui, toute la réussite, en tout cas la capacité que j'ai de pouvoir passer du temps au niveau de l'entreprise, c'est grâce à mon épouse qui gère pas mal de choses, quoi, aussi, il faut le dire. Hein. Ok, d'accord. Ok. Et pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut du courage. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage et y croire et pas baisser les bras à au premier échec. Ok. Et quand tu dis courage, c'est quoi? C'est la prise de risque? C'est oser travailler? C'est quoi exactement? Ouais, prise de risque. De risque, hein, qu'à un moment on investit du temps, qu'on investit de l'argent, il faut oser. Il faut oser et puis il faut être convaincu, je crois aussi. Convaincu de ce qu'on fait. Wow. Ok, je rebondis sur l'énergie parce que c'est hyper important avant de poser la dernière question. Est-ce que tu as des habitudes? Comment tu arrives à conserver ton énergie ou avoir assez d'énergie pour gérer plusieurs boîtes et gérer une équipe? Alors, mes habitudes, c'est déjà 3 à 4 fois par semaine du temps de midi, aller au sport. Ok, donc, très bien, c'est très bien ça. Ouais, donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel je ne déroge pas. Et sans ça, ça devient très compliqué. Après, l'énergie, à part le sport, si je fais du sport, c'est aussi pour profiter. Donc, c'est de temps bloqué dans ton agenda, quoi. Ah ouais. C'est bien ça. Ok. Il y a les créneaux où je suis pas là et je suis au sport, tout à fait. Okay. Et puis après, l'énergie auprès, je vais revenir toujours sur la même notion, mais auprès des gens, que ce soit les amis, que ce soit... Et puis faire un peu la fête aussi. C'est bien ça. Ça fait bien aussi. Tu sais que tu es le premier entrepreneur à parler de la fête. C'est hyper important. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, ça reste. On bosse beaucoup, mais il faut quand même, tu vois, faire la fête. Et puis quand on fait la fête, c'est généralement là où on fait aussi du business, il faut le savoir. C'est pas mal ça. Ok. La dernière question. Si tu devais attribuer tout ton succès à une habitude ou un rituel, ce serait quoi? C'est compliqué. Si je devais l'attribuer, je pense que ça serait au partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je partage beaucoup. Et pour moi, en fait, je ne peux pas dire que c'est dû qu'à moi. C'est dû, en fait, aux rencontres. Je reviens sur l'humain, hein, c'est toujours quelque chose de récurrent, c'est hyper important pour moi. C'est des rencontres, c'est du temps passé avec les gens, c'est des échanges, c'est de la confiance. Aujourd'hui, pour moi, Istia en est aujourd'hui grâce à mes équipes. Le Point Milieu en est grâce à mon associé et aussi mes équipes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un travail de groupe. C'est vraiment se dire que tout seul, c'est compliqué. À plusieurs, alors il y a le fameux adage qui dit on avance plus vite ou je sais pas comment. Alors moi, je suis plus sur le principe où en fait, je préfère partager ça à plusieurs que de se le faire tout seul. Ok. Et quand tu dis partage, tu parles de donner en fait avant de demander. Comment tu... Je prends rarement une décision tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant que je décide de quelque chose, c'est que ça a été, alors certes réfléchi personnellement, mais échanger, partager, récupérer les avis. Et si j'ai pas vraiment tout le monde qui me dit allez, on peut y aller, j'irai pas. Waouh, d'accord. Il faut avoir une sacrée ouverture d'esprit quand même. C'est très bien. Ok, d'accord. Thomas, merci beaucoup. C'est hyper intéressant pour les gens qui ont envie de bosser avec toi.
travailler avec Estia. Présente-nous Estia, dis-nous comment on peut te trouver, comment on peut te contacter. Ok. Alors Estia, on est basé sur Saint-Étienne, du coup, donc on a un organisme de formation avec 2 domaines de compétences spécifiques. Donc on a le numérique qui représente à peu près 50% de notre activité. Okay. Et le numérique, dans toute la largeur du numérique, c'est-à-dire qu'on va former des personnes qui débutent vraiment, des initiés, donc avec un peu l'inclusion numérique, jusqu'à des développeurs web, du web marketing. Donc ça, on est à peu près 50% de notre activité. Aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de formateurs indépendants. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des formateurs indépendants qui souhaitent venir bosser avec nous, c'est avec grand plaisir. Donc on mettra les liens, les adresses mail, les coordonnées, tout ça dans la description. Ouais, on a les réseaux sociaux, on a tout ce qu'il faut. Et après, on a 50% de notre activité qui est sur ce qu'on va appeler le management, les soft skills, vraiment le développement personnel. Donc là où on va travailler sur le mana avec des clients entreprises, sur des profils managers. Et ensuite, développement personnel, et ben là, on fait du coaching individuel, on fait du coaching de performance des dirigeants. Ouais, tout à fait. Et donc là, c'est à peu près aussi 50% de notre activité. D'accord. Et en termes de clientèle, vous accompagnez les particuliers et les professionnels? Tout à fait. Particuliers, professionnels. On travaille un peu, même beaucoup avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille bien évidemment avec France Travail pour les demandeurs d'emploi parce qu'on fait beaucoup d'individuels. Les OPCO, les entreprises, on a un certain nombre de partenaires également institutionnels, donc avec qui on bosse, qui sont la région, qui sont l'État, la NCT. Okay. Donc voilà. Et à côté de ça, on a aussi quelques formations diplômantes. Donc sur des titres professionnels, donc dans le numérique. Ouais. Donc un titre principalement qui est le titre de responsable d'espace de médiation numérique. Donc on disait que le numérique était en train d'exploser. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on forme beaucoup de médiateurs numériques, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont des formations certifiées. Ouais, tout à fait, Bac+2. Donc c'est des titres. Et à tout ça, on a un certain nombre de projets, parce que moi je fais beaucoup de projets, donc et on travaille sur de l'émergence, sur des projets liés à la culture et la place de la culture dans l'intégration professionnelle. Donc on a fait quelques projets sur Saint-Étienne, on vient de finir un projet avec le FIL, donc la salle de musique actuelle et le festival Art Comique, où on a accompagné des futurs intermittents du spectacle à leur professionnalisation. Donc on a cette notion de développement personnel et professionnalisation. Okay. Donc et je vois que tu as pas mal d'idées, pas mal de projets en cours. Quelles sont les prochaines étapes pour Thomas? Alors les prochaines étapes pour Thomas et donc pour Estia, c'est que je suis en train de développer ma propre plateforme digitale de formation, donc qu'on appelle un LMS. Avec une spécificité, alors c'est vraiment une exclue, parce que personne n'est encore au courant, avec la spécificité qui sera une plateforme adaptative à un certain nombre de handicaps. Donc toujours dans cette notion où à Estia, on est convaincu que la formation est importante, mais surtout on œuvre pour la rendre accessible à tout le monde. Donc du coup, je cherchais une solution, je n'ai pas trouvé. Donc avec un partenaire stéphanois, on est en train de développer cette plateforme-là. Donc avec pour l'instant 4 modularités selon du handicap, des 10, etc. Donc on est en train de finaliser, elle va sortir d'ici un petit mois normalement. Ah oui, donc, carrément. Officiellement, on est en cours de finalisation, et donc qui va nous permettre, bien évidemment, d'amener encore un autre outil à Estia pour la formation. Alors, pas du tout dans l'objectif de remplacer le présentiel, mais vraiment dans l'objectif d'outiller encore notre support de formation, et surtout de pouvoir diffuser notre studio, nos podcasts, parce qu'aujourd'hui on fait pas mal de podcasts pour la formation, on scénarise certains modules de formation. Parfait, écoute, hâte de voir ça. Thomas, merci beaucoup. Merci à toi.